Le 14 octobre 2011, un PDG est évincé en quelques minutes et allume, sans le vouloir, la mèche d'un des plus grands scandales comptables du Japon. Ce jour-là, Michael Woodford quitte le siège d'Olympus sans badge, mais avec une certitude glaciale. Quelque chose d'énorme s'est caché dans les comptes depuis des années. L'enjeu dépasse une querelle de gouvernance. Olympus, géant des endoscopes et acteur historique de la photo, irrigue des hôpitaux, des chaînes d'approvisionnement, des milliers de salariés et d'épargnants. Si une telle maison truque ses chiffres, c'est la confiance dans la place de Tokyo qui vacille. Et derrière la vitrine d'excellence technologique se joue une question plus vaste. Jusqu'où une culture du consensus et du garder la face tolère-t-elle des arrangements hérités de la grande déflation des années 1990, lorsque des pertes furent repoussées au loin pour protéger l'apparence de stabilité? Les protagonistes sont identifiés. Michael Woodford, dirigeant britannique propulsé au sommet en 2011, devient lanceur d'alerte presque malgré lui, en exigeant des explications sur des opérations opaques. Face à lui, l'ancien président Tsuyoshi Kikukawa, le vice-président Hisashi Mori et l'ex-auditeur interne Hideo Yamada, cité ensuite par la société comme ayant porté ou couvert des pratiques inappropriées. À la périphérie apparaissent Axis America LLC aux États-Unis et Axam Investments Ltd. aux îles Caïmans, récipiendaires d'honoraires anormalement élevés liés à une acquisition clé. Côté arbitre, le Japon déploie ses organes. La Securities and Exchange Surveillance Commission, la Financial Services Agency, le parquet du district de Tokyo et la bourse de Tokyo. À l'international, des relais américains coopèrent, du fait des flux en dollars et des contreparties étrangères. La chronologie commence bien avant l'explosion médiatique. Dans les années 1990, l'éclatement de la bulle d'actifs laisse des pertes d'investissement enquistées dans des portefeuilles. Au Japon, une pratique appelée Tobashi, Tobashi, littéralement envoyer au loin, sert à éloigner temporairement ces pertes via des véhicules ad hoc ou des sessions arrangées, en pariant que le temps fera son œuvre. En 1999, l'introduction du mark-to-market complique ce camouflage, mais certaines entreprises explorent encore des contournements. Olympus admettra en novembre 2011 avoir utilisé des procédés destinés à différer la révélation de pertes anciennes. En 2007 à 2008, le groupe enchaîne des acquisitions, dont Girus Group, fabricant britannique d'instruments médicaux. C'est cette opération qui fera tout basculer. En 2011, devenu PDG, Woodford s'alarme d'honoraires de conseils exorbitants autour de Girus et mandate un examen externe. Le 14 octobre, il est limogé. Le 8 novembre, Olympus reconnaît publiquement que des pratiques inappropriées ont servi à dissimuler des pertes datant des années 1990. Dans les semaines suivantes, l'action s'effondre, le conseil est remanié et en février 2012, d'anciens dirigeants sont arrêtés. En 2013, la cour de district de Tokyo inflige une amende à la société et prononce des peines avec sursis à l'encontre d'ex-dirigeants, bouclant la première séquence judiciaire. Le mécanisme n'était pas un simple artifice comptable, c'était une architecture. Première jambe, garer des pertes anciennes, hors périmètre via des entités liées ou des investissements structurés, en attendant de les réintégrer plus tard. Deuxième jambe, utiliser des acquisitions récentes comme véhicule pour absorber ces passifs latents. Dans Girus, les honoraires versés aux conseillers pulvérisent de l'Ersheim les normes. Environ 687 millions de dollars pour une opération autour de 2,2 milliards, soit un multiple largement au-delà des usages. Une partie transite par Axam, au Caïmans, et Axis America, des structures sans envergure comparables aux banques d'affaires par classique. Le rapport d'enquête indépendant décrira la tuyauterie. Acompte, complément de success, success fee, et même des actions préférentielles liées à Girus attribuées à Axam, jusqu'à brouiller la frontière entre services réels et recyclage de pertes. L'acquisition en soi n'était pas illégale. C'est la structure de frais et de contrepartie qui a facilité la transformation de pertes anciennes en coût d'une opération nouvelle, plus présentable dans les états financiers.
L'argent et les incitations complètent le tableau. Préserver l'aura d'un champion industriel, maintenir des ratios d'endettement, éviter l'alerte sur résultat, protéger une notation. Autant de raisons de tolérer, aux yeux de dirigeants, des acrobaties coûteuses à court terme. Tant que l'écosystème accepte que des frais ou ajustements d'acquisition absorbent des anomalies, la tentation reste vive. Les conseils périphériques, rémunérés à la transaction, n'ont pas toujours intérêt à freiner un deal rémunérateur. Et les marchés, fascinés par le deal-making, peuvent, un temps, laisser passer la question centrale. Où est la création de valeur au-delà de la cosmétique ? Les contrôles se sont fissurés à plusieurs niveaux. L'audit interne a été affaibli par l'ascendant hiérarchique de dirigeants, ensuite mis en cause. La relation avec l'auditeur externe n'a pas suffi à percer l'opacité d'intermédiaires exotiques. Le conseil n'a pas exigé en amont une ventilation, preuve à l'appui, d'honoraires manifestement hors marché. Les comités d'audit et de risque auraient dû tressaillir devant des flux vers des entités à faible transparence et des honoraires qui ne ressemblaient plus à de simples success fees. Ajoutons la culture organisationnelle, respect de la hiérarchie, aversion pour la confrontation frontale, ce qui a rendu plus difficile la remontée de signaux faibles. Jusqu'à ce qu'un PDG étranger, isolé, force la rupture. Côté autorités et tribunaux, la réponse se structure rapidement après les aveux. La Securities and Exchange Surveillance Commission recommande en 2012 une amende administrative pour déclaration trompeuse. La Financial Services Agency enclenche la procédure. Le parquet de Tokyo mène la voie pénale. En février 2012, des anciens dirigeants sont arrêtés. En 2013, la Cour de district de Tokyo condamne la société à une amende et prononce des peines de prison avec sursis contre d'anciens cadres. La bourse de Tokyo encadre le dossier sous l'angle de la gouvernance et de l'information au marché. À l'international, des autorités américaines coopèrent en raison des flux en dollars et des contreparties impliquées. Les allégations de lien avec le crime organisé, souvent évoquées dans la presse à l'époque, doivent rester qualifiées comme telles en l'absence de décision établissant ces points en fait judiciaire. Les victimes et le retentissement se mesurent en strates. Les actionnaires d'abord, la capitalisation a fondu de l'ordre de 75 à 80% au plus fort de la crise, avant un lent rattrapage. Les employés ensuite, pris dans une tempête de réputation, alors que le cœur de métier, l'endoscopie, restait solide. Les partenaires commerciaux et les hôpitaux, confrontés au risque industriel d'un fournisseur sous enquête. Et le marché japonais, qui encaisse un nouveau coup porté à sa crédibilité post-bulle, au moment même où il tente de renforcer sa transparence. Il faut y ajouter les coûts directs, honoraires, enquêtes, comités spéciaux, remédiation système, accompagnement de la gouvernance, sans compter des mois d'attention managériale détournés du terrain. Les signaux d'alerte et les leçons sont nets. Une disproportion d'honoraires par rapport aux standards n'est pas un détail. C'est un gyrophare. Au-delà de 5% d'un prix d'acquisition, chaque centime exige une justification écrite, vérifiable, avec un découpage précis des prestations et des contreparties. La cartographie des contreparties doit bannir les boîtes aux lettres comme pivot d'un flux majeur. Toute entité en juridiction offshore, sans substance claire, doit être approuvée par un comité indépendant, avec documentation KYC exhaustive. La mémoire des pertes ne s'efface pas par changement d'étiquette. Si une perte est ancienne, elle doit être reconnue, provisionnée, expliquée, pas recasée dans un deal récent. La culture de la contradiction est un actif de contrôle. Il faut des administrateurs qui posent les questions embarrassantes et protègent réellement ceux qui les posent. Côté investisseur, la somme de petits drapeaux rouges, acquisition hors cœur de métier, honoraires hors normes, contrepartie obscure, rotation de dirigeants, équivaut souvent à un drapeau rouge géant. Sur le plan juridictionnel et procédural, le cadre est précis. La juridiction principale est le Japon, avec intervention de la Securities and Exchange Surveillance Commission, de la Financial Services Agency, du parquet du district de Tokyo et des instances de la bourse de Tokyo. Des coopérations internationales existent, en particulier avec des autorités américaines, du fait des flux et des acteurs impliqués. Les développements factuels et répressifs pris en compte ici s'arrêtent à la borne fixée, de sorte qu'aucune mesure postérieure n'est évoquée ni suggérée
pour éviter l'anachronisme et juger les faits dans leur contexte réglementaire d'alors. La conclusion n'est pas que les acquisitions sont suspectes par nature, elles le deviennent lorsqu'elles servent de lessiveuses comptables. Olympus a offert, malgré elle, le manuel de ce qu'il ne faut pas faire. Tolérer des exceptions à la normale sous prétexte d'urgence stratégique, déléguer des flux majeurs à des intermédiaires opaques, préférer l'esthétique du résultat à la vérité des chiffres. Ironie ultime, c'est un PDG étranger, censé incarner l'ouverture, qui a percuté de plein fouet des réflexes de fermeture, et déclenché la transparence forcée dont la société avait besoin. Si cette enquête t'a aidé à comprendre les mécanismes, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains épisodes d'Économie Noire. Et partage cette mot d'histoire à quelqu'un qui pense encore qu'un success fee peut tout expliquer. Plus nous sommes nombreux à reconnaître les signaux d'alerte, moins ces scénarios ont de chances de se répéter.